Dans cette vidéo, on va voir les 7 critères pour trouver des actions qui peuvent faire x100. Alors déjà, les 7 critères, je les tire de ce livre, 100 Baggers. Je vous mets le lien Amazon en description. Alors déjà, premier critère, pour que une boîte puisse faire x100, il faut qu'elle soit pas déjà trop grosse pour qu'elle ait la place de grossir. Donc si on prend l'exemple d'une boîte comme Apple, qui vaut 2300 milliards, si aujourd'hui elle fait x100, alors elle sera plusieurs fois plus grosse que l'économie américaine, donc voilà, c'est pas possible. Donc une bonne limite à se fixer, c'est, je pense, 10 milliards. Parce que 10 milliards fois 100, donc ça ferait 1000 milliards. Aujourd'hui, des boîtes à 1000 milliards, il y en a quelques-unes, même si c'est très peu. Donc voilà, je pense que c'est une bonne limite. Et on verra plus tard au point numéro 7 qu'il y a une exception à ce critère. Ensuite, deuxième critère, il faut que l'entreprise ait de la croissance. Donc j'ai mis minimum 10% par an, mais c'est vraiment un minimum. La plupart, c'était plutôt des boîtes avec des croissances à 20%, voire 30, 40, parfois 50 pour Monster Beverage par exemple, on va voir l'exemple. Et dans l'étude justement sur les 100 Baggers qui a été menée par l'auteur, la quasi-totalité de ces entreprises, de ces 100 Baggers, c'était des boîtes qui étaient beaucoup plus grosses à la fin qu'au début. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais un 100 Bagger, c'est justement une entreprise dont le cours a été multiplié par 100. Et dans le livre, il donne des exemples, par exemple Tractor Supply, c'est une entreprise dont les bénéfices ont une croissance de 23% par an et donc ils sont devenus un 100 bagger en à peine 12 ans. Et Monster Beverage, qui est devenu un 100 bagger en 10 ans avec 50% de croissance annuelle. Il y a juste un cas où il faut faire attention, c'est si l'entreprise a par exemple 50% de croissance mais qu'elle émet 50% d'actions en plus. Dans ce cas-là, en valeur par action, il n'y a aucune différence. Donc il faut faire attention à ça. Ensuite, troisième critère, il faut une expansion des multiples. Alors, ce qu'on appelle les multiples, c'est par exemple le PE ratio, donc un PE de 15. Ça veut dire que le market cap, la capitalisation boursière de l'entreprise, c'est 15 fois ses bénéfices. Donc voilà, on appelle ça un multiple. Et là, il nous donne des exemples. Donc pour Monster Beverage, en 2001, les bénéfices étaient de 4 centimes par action et l'action avait un PI de 10. Et en 2006, les bénéfices étaient de 1 dollar et le PI était de 50. Donc concrètement, on a les bénéfices qui ont fait x25. De 4 centimes, on est passé à 1 dollar, donc x25. Et en plus, les investisseurs ont accordé plus de valeur à l'entreprise. Donc le PI est passé de 10 à 50, il a été multiplié par 5. Et donc on a 25 fois 5, ça fait 125, et donc le prix de l'action a été multiplié par 125. Donc une combinaison de croissance des bénéfices et d'augmentation des multiples, c'est ça souvent qui va donner un 100 bagger. Et dans le livre, il explique bien que c'est crucial d'avoir aussi cette composante d'expansion des multiples et pas que de la croissance. Donc il faut faire attention à valoriser l'entreprise quand on l'achète et ne pas l'acheter à un moment donné où c'est l'euphorie. Ensuite, quatrième critère, c'est le plus important d'après l'auteur, c'est le ROE, donc Return on Equity. En gros, ça donne le retour sur investissement que l'entreprise obtient lorsqu'elle réinvestit sur elle-même. Donc je l'ai mis, il faut qu'il soit supérieur au minimum à 15%. Donc pour comprendre à quoi ça sert, c'est assez simple. Si on prend l'exemple de ROE à 20% et que l'entreprise a généré 100 dollars de bénéfices et qu'elle réinvestit ces 100 dollars, et bien donc en année 1, elle va avoir 100 plus 20% de 100, donc 120. Mais ensuite, ça va faire un effet d'exponentiel. C'est exactement le principe des intérêts composés en fait. On va faire 120 plus 20% de 120, 144. Donc là, on n'a pas ajouté 20, cette fois-ci on a ajouté 24, parce que 20% de 120 et pas de 100. Et ainsi de suite, et on obtient comme ça une exponentielle, exactement calcul d'intérêt composé classique en fait. Et donc c'est lorsqu'une entreprise est capable de maintenir un ROE élevé pendant longtemps qu'elle va comme ça faire croître exponentiellement ses bénéfices, et donc le cours de l'action va suivre, et c'est comme ça qu'on peut obtenir un 100 bagger. Ensuite, cinquième critère, c'est le moat, donc rempart concurrentiel en français, et ça fait le lien avec le critère précédent. On a vu qu'il fallait un ROE élevé pendant longtemps, mais justement dans le capitalisme, quand un business permet d'avoir un ROE élevé, alors les concurrents rentrent et du coup les retours sur investissement baissent. Et le rempart concurrentiel, c'est ce qui va permettre aux entreprises de garder des ROE élevés pendant longtemps. Donc ces remparts concurrentiels, il y en a plusieurs, donc j'ai mis les 4 principaux. Ça peut être une marque forte, par exemple Apple. Ça peut être aussi Coca-Cola ou Disney, comme ça,
des marques hyper fortes qui font que les gens vont se diriger toujours vers leurs produits, ils vont même pas réfléchir à aller chez un concurrent. Et aussi des marques qui peuvent créer vraiment des communautés de fans comme Apple. Ensuite, il y a les coûts de transfert. Ça, les coûts de transfert, c'est quand c'est très difficile, très coûteux, enfin coûteux en argent ou en temps, de passer chez la concurrence. Donc par exemple, quand une grosse boîte a tous ses employés, enfin tout son système basé sur la suite Office de Microsoft, c'est une galère énorme de passer chez un concurrent, donc Google Workspace ou je sais pas quoi. Et c'est aussi un mode qu'on retrouve pas mal chez les banques, il me semble. Les clients changent très rarement de banque parce que c'est assez chiant. Ensuite, en rapport concurrentiel, on a aussi ceux qui ont les coûts les plus bas. Par exemple, Costco, ils ont des coûts tellement bas que du coup ils peuvent se permettre de mettre des prix très bas. Et donc les concurrents, enfin personne ne peut les concurrencer au niveau des prix. Et ensuite on a l'effet réseau. Donc l'effet réseau, c'est quand un service gagne en intérêt au fur et à mesure qu'il gagne des utilisateurs. Donc ça c'est typique des réseaux sociaux, genre les plateformes de Meta, donc Facebook et Instagram. C'est des plateformes qui ont respectivement 3 milliards et 2 milliards d'utilisateurs. Et aujourd'hui c'est c'est extrêmement dur pour quelqu'un de venir concurrencer des plateformes qui ont déjà autant d'utilisateurs. Ensuite, critère numéro 6. Donc on veut que le management ait du skin in the game. En français, donc que le management joue sa peau avec nous et concrètement, ça veut dire que le management doit avoir des actions dans l'entreprise qu'il dirige pour que ses intérêts soient alignés avec les nôtres. Si le management a juste un très gros salaire et pas ou peu d'actions dans l'entreprise qu'il dirige, alors ses intérêts vont pas être alignés avec les nôtres, il va plutôt avoir tendance à prendre des décisions court terme pour avoir une bonne image, etc. Et il va pas être incité à prendre les bonnes décisions pour l'entreprise pour le long terme. Et ensuite, septième et dernier critère, les rachats d'actions. Alors c'était l'exception dont je parlais dans le point 2 sur la croissance, puisque quand une entreprise rachète ses propres actions, du coup le nombre d'actions diminue, donc elle augmente la part de bénéfice par action, et donc les rachats d'actions, ça peut être un moyen d'augmenter le prix de l'action, puisque le market cap reste le même, mais le nombre d'actions diminue, sans avoir à faire grossir l'entreprise. Après, j'avais quand même mis croissance supérieure à 10%, puisque dans le livre, il explique que même les boîtes qui font beaucoup de rachats d'actions, si elles ont trop peu de croissance, les investisseurs les valorisent toujours très peu cher, donc avec des PI très bas. Donc ça reste quand même un minimum 10% de croissance. Et c'est pour ça que j'ai pas mis plus. Donc voilà, les rachats d'actions, ça peut être aussi un bon moyen de faire croître la valeur par action. Mais il faut que les rachats d'actions soient faits à bon prix. Puisque quand une entreprise rachète ses propres actions, c'est exactement comme quand un investisseur achète des actions. Il vaut mieux les acheter à une bonne valorisation plutôt que trop cher. Donc maintenant on a vu les 7 critères pour choisir des actions qui ont le potentiel de faire x100. Maintenant il faut voir comment on s'y prend concrètement, plutôt niveau mindset. Donc j'ai mis 3 au niveau stratégie. Donc j'ai mis 3 points. Déjà, ne jamais vendre. Alors sauf si vous n'avez pas fait d'analyse, donc par exemple vous avez acheté sur les conseils d'un ami, d'un youtubeur, dans ce cas-là il vaut mieux vendre, ou bien même si vous avez analysé et que vous vous rendez compte que vous avez loupé une partie de l'analyse, bref vous avez fait une connerie, dans ce cas-là il faut vendre. Mais si vous pensez avoir bien fait le travail, que vous avez fait une analyse complète, que vous avez valorisé, que vous avez tout regardé, et que vous avez une forte conviction, dans ce cas-là il vaut mieux ne jamais vendre. Et dans le livre il donne une citation d'un autre livre, donc c'est The Common Stocks and Uncommon Profits de Phil Fisher. Dans le chapitre When to Sell, l'auteur dit « Si le job a été fait correctement en achetant une action, alors le moment de vente est jamais. » Et il donne un exemple, aussi dans le livre, d'un mec qui s'appelle Carl Pettit, qui a vendu ses actions IBM il y a plusieurs années pour lancer son entreprise de courtage. Il les a vendues pour 1 million, et aujourd'hui, elles auraient une valeur de 2 milliards, plus que son entreprise de courtage n'a jamais gagné. Donc en vendant, on prend le risque de couper une entreprise gagnante trop tôt et de louper la majeure partie des gains. Et là je vous ai mis le graphique de la répartition des 100 baggers en fonction du temps que les entreprises ont mis à devenir des 100 baggers. Et on voit qu'elles ont mis la plupart entre 16 et 30 ans. Ensuite, point suivant, investir par gros paquets. Donc ça simplement quand on a fait le travail d'analyse, qu'on a une forte conviction, etc. C'est pas pour mettre juste 1% de notre portefeuille. Et enfin, dernier point, ignorer l'économie, les news, les prédictions. Donc ça, par exemple, je me rappelle d'une présentation de Peter Lynch
qui disait que si vous passez 15 minutes par an à vous informer sur l'économie, alors vous avez juste perdu 15 minutes. Donc voilà, il faut rester focus vraiment sur les entreprises, est-ce qu'elles gagnent de l'argent, la croissance, etc. Vraiment focus sur les entreprises et pas focus sur les informations, les actualités, les gens qui ont peur, les gens qui sont euphoriques, etc. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez appris des choses, je vous mets le lien du livre dans la description et à plus.